Podcast. C'est toi qui fais l'intro, parce que c'est toi qui as décidé que tu voulais faire cet épisode. Parce qu'on est quand même le 25 décembre à 15h11 devant un micro. Et si ça, c'est pas l'amour du métier, hein. Un métier qui ne paye pas du tout. Putain. Ah putain. Écoute, Anthony, nous sommes le 25 décembre 2022. Il fait actuellement environ 37 degrés dehors et à l'ombre. Et quel meilleur moment de l'année que celui-ci pour prendre le temps de prendre un peu de recul et faire le top 3 de ce qu'on a vécu dans notre rubrique préférée qui s'intitule Lire, écouter, acheter, etc. J'aime bien que t'aies commencé par lire. Je commence par les trucs les plus faibles de mon côté. Je te propose qu'on commence par regarder. Et aussi, je t'emmerde. Oui, alors, écoute, très bien, faisons ça, oui. Regardez. Du coup, je commence ou tu commences ? Non, vas-y. Non, d'accord. Oh là là. Eh bien, écoute, qu'est-ce que j'ai regardé qui m'a marqué cette année ? Ce qui m'est venu en tête, c'est le plus récent, c'est White Lotus, la saison 1 et 2. En fait, à la base, je suis pas très... Quand je regarde des séries ou des films, j'aime bien les choses très légères ou alors un petit peu inspirantes ou juste des documentaires, des trucs comme ça. Et je suis pas trop truc avec des intrigues. Et Adrien m'a un peu poussé à le regarder, en fait, et je regrette pas du tout, parce que c'est... plus j'y réfléchis à ces saisons 1 et 2 de White Lotus, plus je me dis qu'il y a quelque chose à retirer pour tout le monde un petit peu, que c'est vraiment bien écrit dans ce sens-là, parce que justement c'est très riche, et que et j'aime beaucoup l'inspiration de l'écriture qui est très proche du théâtre, à mon avis, des huis clos, des trucs comme ça, et de la tragédie moderne, à la Anne-Will, Beckett, ce que tu veux. Non, je trouve vraiment... Enfin, puis c'est très bien joué, enfin, c'est très beau. J'ai très peu de reproches à faire. Il y a beaucoup de cul dans la saison 2, mais voilà. Est-ce que tu fais une différence, justement, entre la saison 1 et la saison 2 ? Ah oui, radicalement, ouais. Pour moi, c'est presque deux séries différentes. Quasiment. Okay. Et les deux sont très différentes et ont quand même des points communs, évidemment, puisqu'il y a une formule qui reste la même. Mais je pense que la saison 2 est très différente de la 1 et que c'est comme ça, c'est pour ça aussi que c'est réussi. En face de White Lotus, moi je vais mettre The French Dispatch de Wes Anderson, qui est sorti fin 2021, mais que tout le monde a regardé en 2022. Mais parce que c'est bien, c'est Wes Anderson. Et c'est quoi, c'est 4 ou 5 films en un truc comme ça ? Ouais, en gros c'est ça. Et dont de longs passages en noir et blanc. Et donc t'as un peu des... C'est un peu une lettre d'amour, quelque part, de Wes Anderson au cinéma, même si tu pourrais dire que tous les films de Wes Anderson sont une lettre d'amour de Wes Anderson au cinéma. Mais là, particulièrement, le casting est exemplaire, comme d'habitude. Et puis, c'est Wes Anderson, il sait filmer qu'avec 3 angles. Mais du coup, il sait filmer. Il maîtrise son sujet, quoi. Et là, il y a aussi un peu de variété, notamment sur le plan de la typographie. Enfin, un film de Wes Anderson, c'était la caméra à 90 et à 90 degrés et Futura, quoi. Là, non, il sait mettre la caméra à 45 degrés, il sait la faire bouger. Même si elle bouge que de 45 à 90 et de 90 à 60. Il y a pas d'angle entre ça. Ça reste très carré. Mais elle sait monter et descendre, par exemple. Il y a d'autres typos que Futura. Mais ça reste... Enfin, c'est des films bonbons, quoi. Tu peux mettre pause sur n'importe quel frame et passer une demi-heure à regarder, et c'est presque chaque frame, c'est une peinture. C'est Wes Anderson. C'est vraiment brillant. J'ai passé un très bon moment devant ça, enfin, tous les Wes Anderson en général, mais celui-là, le côté à tiroir encore plus que d'habitude. Déjà, on sait sur les décors et tout, il y a toute une espèce de profondeur théâtrale aussi, un petit peu. Et non, là, c'est toutes ces intrigues, et puis les caractères qui sont à la fois archétypaux et en même temps extrêmement humains. Enfin, il y a tout qui va. Non, puis il a des relations avec des acteurs et des actrices, et il sait les exploiter. Enfin, Owen Wilson est magnifiquement bien exploité. Léa Seydoux est superbement exploitée. Fantastique. Enfin, ça marche très bien, quoi. Swinton, évidemment. Enfin, ouais. Iconique. Très, très, très bien fait. Je confirme. Tu parlais de bonbons, moi j'ai parlé de bonbons... quoi, c'est plutôt Michoco, tu vois, les trucs un peu anciens, un peu régressifs. Du coup, on a regardé à nouveau 30 Rock. Enfin, j'ai regardé à nouveau et j'ai fait découvrir à Adrien, et c'est... Franchement, on a passé une très bonne année grâce à ça aussi, je pense.
C'est parce qu'il y avait un rituel de le regarder quasiment tous les soirs, vu qu'il y avait 8 saisons rattrapées. Et non, il y a quand même très peu de ratés, quoi. C'est vraiment de la bonne télé américaine. c'est bien, c'est très bien. Ouais, c'est très très bien. Ça reste... C'est un peu comme Parks and Rec dans un autre genre, mais ça reste un moment de l'histoire de la télé américaine. Ouais. Ça, c'est plutôt bien foutu. Ouais. Même plutôt, c'est à la fois un concentré et une ouverture vers. C'est-à-dire que je vois la somme des influences et en même temps les influences que ça a créées après. Et ça a très conscience que t'es aussi à la fin de la télé linéaire et que, notamment dans les dernières saisons, ça célèbre le fait que c'est devenu ringard. Ouais, c'est vrai. C'est bien fait pour ça, quoi. Ouais. Ouais. Le West Side Story de Spielberg, je suis obligé. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Il faudrait que je le regarde encore, mais j'ai vu l'original de mon côté, donc c'est déjà bien. Il est... Enfin, je l'avais déjà dit dans l'épisode je ne sais trop combien, mais je crois que c'est mieux que l'original. Et c'est très adapté à notre temps, parce que évidemment, mais ça a su garder... Enfin, ça dit des choses pour aujourd'hui, mais ça dit aussi des choses de hier et de l'ancien West Side. Et c'est très très bien. Et puis ça reste Spielberg, et pareil, Spielberg c'est ce qu'il fait derrière une caméra. Et en même temps derrière une caméra, mais avec plein d'effets spéciaux, plein de 3D, mais qui est pas moche. Et la 3D qui est utilisée pour faire du décor de théâtre, ce qui est notamment les ciels. T'as l'impression que c'est du ciel peint, alors que c'est évidemment du ciel fait à ordinateur. C'est très très spectaculaire. Et puis évidemment la musique, parce que ça reste une comédie musicale. Il y a des morceaux entiers qui ont été réécrits pour enlever des passages un peu cringy. Et c'est beaucoup plus proche de la comédie musicale que du film original d'ailleurs, et je crois que c'est le bon choix. Et c'est une très jolie comédie musicale filmée, et c'est un superbe film musical. Je crois qu'il y a quelques films comme ça de cette année qui ont été dans ce registre d'amoureux du cinéma, mais compétents en même temps. Ouais. Donc par exemple Top Gun. Oui, alors qui est pas dans ma liste parce que je l'ai pas encore vu, mais qui je crois, si je l'avais vu cette année, aurait été dans ma liste, parce qu'il y a un côté évidemment complètement décadent, complètement inutile dans cette suite qui a priori pas vraiment une suite, mais tu peux pas enlever à Tom Cruise le fait qu'il est complètement dingue, et mais c'est sa folie qui lui permet de faire du vrai bon cinéma, quoi, comme on ne fait plus, quoi. C'est un monstre sacré, ouais. Tout à fait, ouais. Non, on peut dire ce qu'on veut, mais respect quand même. Et donc, qu'écoutâmes-nous? Ah, tu veux pas parler de Rams? Pardon. T'en restes un troisième, toi. J'avais oublié Rams. Non, j'étais pas dans la symétrie, excuse-moi. Rams, oui, tout à fait. J'ai trouvé ce documentaire que j'ai enfin pris le temps de regarder cette année, après... depuis les 10 ans qu'il existe, plus ou moins environ. Ouais, c'est... Oui. Peut-être même 15 ans. Non, ouais, peut-être pas loin de 10 ans. Ouais. Et donc, je suis très content d'avoir passé ce temps-là, et je le repasserai. C'est un excellent documentaire. Pareil, c'est le genre de vidéo où tu sens que la personne aime ce qu'elle fait, à la fois en termes de juste faire le documentaire, et aussi le sujet, qui est Rams. Et le fait de pouvoir voir Rams parler de ses œuvres, de son parcours et tout. Enfin, non, il y a tout qui va, en fait. La musique et tout. C'est un des documentaires les plus parfaits que j'ai jamais vu, en fait, je crois. Moins de 10 ans, en fait, puisqu'il est 2018. Ah, dis donc, c'est si récent que ça? Ouais. Mais je crois qu'on pense qu'il est plus vieux que ça, parce que la bande-son est incroyablement difficile à trouver. Elle est sur aucune plateforme de streaming. Et donc, cette année, moi, j'ai acheté le CD. J'ai fini par acheter le CD. La bande-son de Brian Eno, qui est très très bien. Très très bien, je confirme. Écoutez, du coup. Eh bien, oui. Donc, qu'écoutâmes-nous cette année? Eh bien, j'allais faire à la suite. Allez. Je me suis basé sur mon replay d'Apple Music, qui est pas ouf, mais qui est mieux que l'année dernière. Qui n'est pas encore à la hauteur de Spotify. Beaucoup écouté le premier des derniers Royce. Donc Royce a fait une trilogie d'albums qui s'appelle Profound Mysteries, et le premier, je l'ai usé à la corde, si c'est possible, sur des fichiers numériques. Donc clairement un de mes highlights de cette année. Écoutez-le. Ensuite, Carly Rae Jepsen, Alone in the Time. Ouais. Le meilleur album de pop de cette année. Le deuxième meilleur album de pop de cette année. Le meilleur album de cette année. Ouais. Et
Et je me suis rendu compte que j'ai beaucoup écouté Metric Formentera, que j'avais beaucoup écouté à sa sortie, beaucoup moins écouté après, que je réécoute maintenant. C'est pas un album parfait, mais il y a 2-3 singles qui me plaisent beaucoup. Et du coup, je le note, parce que voilà, faut être honnête, quoi. T'avais dit qu'on faisait un top 3, comme j'ai fait qu'un top 2 pour les films, je me suis permis de faire un top 4 pour l'écouter. Ah bah bravo. Sans surprise, je suis obligé de mettre un album de jazz, le Redman Meldo McBride Blade de cette année, Mode Swing, qui est vraiment très bien. On a eu la chance avec Cécile d'aller les voir en concert cette année, les 4, alors que d'habitude on en voit 3 ou 4 séparément. Et c'est vraiment très bien. J'aurais pu mettre un nombre incalculable d'autres albums, ça a été une formidable année. On le redira jamais assez. On critique beaucoup la technologie dans ce podcast. Oui. Mais on redira à quel point, jamais assez à quel point le streaming c'est bien. Même si c'est terrible pour les artistes, pour les gens qui aiment écouter de la musique, c'est bien. Parce que on peut, on a accès, oui, en 3 clics à des milliers ou des millions d'albums. On n'a pas eu de mal à reprendre la route des concerts après la Covid, mais justement parce que on a passé 2 ans à collectionner des albums, et où là il y a un envie d'aller les voir en live, et les voir eux enregistrer 2 albums à 4 alors que ça faisait des années qu'ils l'avaient pas fait, et se dire ensuite on peut aller les voir en concert et leur donner rendez-vous, c'est magnifique. Je sais que tu t'attendais à ce que je parle de l'album de Taylor Swift. Écoute, j'aurais pas été surpris parce que, bon, après tout, comme dit Descartes, le mauvais goût est la chose du monde la mieux partagée. Qui est le meilleur album pop de l'année. Mais si je dois garder un album pop, c'est Motomami de Rosalia. Je crois que c'est l'album qui m'a sorti un peu de mon encroûtement jazz. Et que si je me suis un peu mis à l'électro aussi, c'est peut-être via cet album, ce qui est assez étrange. Et puis c'est de la pop espagnole, donc en plus, mais oui, ça marche, hein, ça marche pas mal. Hein. Une trajectoire extraordinaire, hein, Rosalia, parce qu'elle a commencé, quasi inconnue. J'ai des potes au boulot là qui étaient sur les starting blocks quand elle a annoncé la sortie à Bercy, là, le concert à Bercy. Et en fait, les places n'ont pas été complètes. Enfin, c'est pas été complet du tout. C'était complet progressivement, je veux dire, mais pas du tout dès le début. Donc sa renommée, en fait, s'accroissait au fur et à mesure de la tournée qu'elle faisait. Et du coup, ce qui fait que quand ça a culminé avec son concert à Paris, c'était le moment pop de l'année, quoi. C'était tout le monde qui est allé au concert m'a dit que c'était extraordinaire, quoi. Et qui par ailleurs est une vraie artiste avec des choses à dire. Enfin, elle a des choses à dire par exemple sur flamenco. Enfin, elle a un côté très espagnol pour le coup, et en même temps elle a un côté très jeune d'aujourd'hui, quoi. Ou presque, je me sens presque vieux, quoi, quand je l'entends parler. Mais c'est un super album de vraie bonne pop qui fait du bruit dans les oreilles, quoi. Enfin, ça c'est un album qui s'écoute fort, quoi. Et puis avec un caisson de basse de préférence. Et puis un album un peu jazzy, un peu bluesy, qui est 12 Galaxies de Charlie Hunter et Bobby Previtt. C'est un album un peu bizarre. Enfin, c'est pas de la grande musique, quoi, parce que donc il y a Hunter qui a une guitare un peu bizarre, qui est à la fois une guitare et une basse, un instrument 2 en 1. Et où en fait c'est une espèce de backing track sur laquelle, enfin, tout l'album est une espèce de backing track. C'est des blues dans différentes clés par-dessus lesquels tu peux jouer. L'album peut s'écouter juste comme un album de backing track de blues, quoi, mais avec un peu de mélodie quand même, machin truc muche. Mais j'aime bien le concept de l'album. C'est aussi un package qu'on peut acheter sur leur site web avec toutes les pistes Logic et toutes les partoches et tout. Et donc tu peux vraiment te servir de cet album comme d'un point de départ pour enregistrer ton album de blues. C'est un album open source, quoi. C'est ça. Ouais, okay. Et je trouvais ça assez drôle. Et je crois que le projet complet doit coûter quelque chose comme 75 €, un truc comme ça. Donc c'est pas très cher finalement pour avoir 2 musiciens de session de classe internationale. Rien que pour toi. Ça, je trouvais ça sympa. C'est excellent. Ouais. Et puis j'avais dit top 4 parce que je voulais mettre un podcast. Et le podcast de John Gruber et Ben Thompson, qui... ces gens-là, pris séparément, sont insupportables. John Gruber, qui n'est pas capable de faire un podcast de moins de 4 heures, et qui écrit en Verdana 6 points sur son blog, en gris clair sur gris foncé. Ça n'est pas possible en 2022. Non. Et puis Ben Thompson, qui est un Américain du Midwest, qui habite à Taïwan, et qui a décidé de ne pas comprendre l'Europe,
et qui est quelque part entre le républicanisme et le libertarianisme. Ah oui, Enfin, totalement ta vibe, quoi. complètement ma vibe. Et qui est un type incroyablement intelligent. Il n'y a pas de souci, Stratechery, je suis très heureux de payer mes $12 par mois parce que ça aide à réfléchir plus vite et réfléchir plus profond. Mais il a un il aime le marché dérégulé et il a du mal avec l'Europe et il a eu quelques erreurs assez confondantes d'analyse cette année, notamment sur Elon Musk et Twitter. Surprise. Et de manière générale, sur la crypto, il a été un peu léger, je crois, ces dernières années, et il est en train de le payer, notamment avec tout le bordel là qui est autour de FTX. Mais tu les mets les deux ensemble, et bizarrement, ça marche, et en plus, Dithering est un podcast qui dure un quart d'heure. Ah ouais, donc il y a un petit miracle qui se ouais. produit. Donc le temps d'aller au boulot, ça s'écoute, c'est 2 fois par semaine, tous les 3 jours. Et donc c'est soit dans l'abonnement à Stratechery qui vaut 12 balles, soit ça a son propre abonnement à 5 balles par mois. Ce qui, quand le dollar était à 80 centimes d'euros, était génial. Parce que ça coûtait vraiment rien. Maintenant, c'est un peu plus cher. Mais non, vraiment chouette podcast. Et de manière générale, tous les podcasts de Stratechery, notamment les deux nouveaux, là, Sharp Tech et Sharp China. Si on aime la tech et qu'on aime le podcast, parce qu'il faut vouloir quand même se taper des épisodes d'1h30 de gens qui parlent. Bonjour. C'est quand même bien. Ok. Pareil, c'est une chouette année pour le podcast indépendant. Je trouve aussi, ouais. Il y a des gens qui se sont lancés. Je crois que aussi le fait qu'il y ait des journalistes qui aient repris leur liberté. Ouais. On le voit avec l'essor des newsletters. Et du vrai podcast, quoi. Pas juste de la radio enregistrée, ça c'est pas du podcast. C'est d'ailleurs drôle, hein, quand Paul sort son top 10 du podcasting, en fait le top 10, il y a un podcast indépendant dedans. Donc il y a un podcast. Donc c'est un top 1 du podcast. Et non, là pour le coup, on a une petite boîte avec 4 ou 5 personnes et qui fait du podcast, et du vrai bon podcast, vraiment intelligent, quoi. Et pas compliqué, quoi. C'est 2 mecs autour d'un micro qui parlent et c'est bien. Je trouve qu'en termes d'écoute, on s'en sort bien, post-Covid. C'est-à-dire que je crois vraiment que là, c'est peut-être le secteur musical et podcast, particulièrement, les deux secteurs qui ont peut-être le plus bénéficié, dans un sens, de la crise. En tout cas, qui en sortent le plus fort. Dans le sens où beaucoup d'albums post-confinement sont vraiment forts. Des nouveaux artistes émergents arrivent qui ont pu surfer avec ça. Enfin... Et pour le podcast, comme tu dis, quoi, on a une richesse. C'est à croire qu'avoir la maîtrise de son temps et ne pas être infantilisé par les managers, Hein, quoi? Comment ça? Non, oui, si, j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement, c'est bon. Il est en train de virer un artiste. Lire! Bon, alors, moi, du coup, j'ai mis 2 livres, hein, parce que faut pas déconner non plus. Et du coup, j'en mettrai 4. Ah, bah voilà, super, c'est très bien, on s'équilibre comme d'habitude. Alors, du coup, 2 livres sur lesquels j'ai été... un dithyrambique et l'autre très lent, mais aussi dithyrambique, c'était Clara et le soleil, bien entendu, de Ishiguro... Kazuo Ishiguro. C'est vraiment un livre qui m'a marqué, peut-être parce que c'est le premier roman que je lis depuis un certain temps, mais non, vraiment que c'est un... Ouais, mais c'est pas le pire roman pour reprendre. C'est un bon livre, c'est vraiment un bon livre. Il y a beaucoup de niveaux de lecture, de compréhension, enfin... Et c'est juste, c'est bien. J'aime bien les trucs un peu subtils et... Non, c'est bien écrit, il faut le lire. Et tu sais, je sais qu'une personne qui nous écoute, qui est une pote de lycée, n'entend pas grand-chose aux technologies parce que c'est une personne profondément normale. on la salue. On la salue. Et donc elle écoute ce podcast un peu je sais pas pourquoi elle s'impose ça d'ailleurs, à vrai dire. Et ce que j'aime beaucoup avec Clara et le soleil, qu'elle a lu aussi, c'est qu'il y a un côté, tu peux le lire venant de nous comme un livre qui a quelque chose à dire sur les technologies. Ou tu peux le lire en venant d'un bac littéraire, comme un roman écrit par un prix Nobel de littérature. Et plus j'y repense, plus je l'ai lu, je pense, d'un côté religieux de mon côté. Mais oui, mais complètement. Oui, évidemment. Qui est évidemment un point de vue très important aussi là-dedans. Ouais. Et je crois que le fait que tant de personnes différentes puissent lire ce bouquin et s'y retrouver, exactement, ça suffit à expliquer pourquoi c'est un des tout meilleurs bouquins de l'année. Ouais, je pense vraiment. Ouais. C'est la fertilité quoi, de l'audience. Ouais. Et évidemment, le deuxième bouquin, c'est le mastodonte qui sont les mémoires d'Adrien, que j'ai mis combien d'épisodes à lire
C'est devenu comment on appelle ça? Un running gag. Running gag, voilà, j'allais dire recurring truc, mais c'était pas du tout. Ça aurait marché aussi. Ça aurait marché. Non, voilà, bon bah c'est très bien, c'est très dense. Prenez le temps de le lire. Vous en sortirez. Tu sais que j'ai refusé de finir de le lire pour te laisser le. Donc je finirai en 2023. Ah bah dis donc, j'avais oublié que tu t'étais arrêté en cours de route. Ouais, pour te laisser le champ. C'est ta victoire cette année. Je veux pas, je te la laisse. Grand seigneur, grand seigneur. Vas-y, que c'était ton top 4 Ce que les gens ne savent pas, mais vous allez le savoir parce que je vous chuchote à l'oreille, c'est que ce matin j'ai offert un Kindle Oasis à Arnaud. Oui. Du coup, j'ai été obligé de lire. C'est un traquenard, pas cadeau. Et dire qu'on voulait faire un podcast littéraire. Ce sera pour 2025. Écoute, cette année, j'ai eu beaucoup de mal à lire, notamment dans la deuxième partie de l'année. J'ai eu du mal à me remettre J'ai écrit 2 livres cette année. Un peu par accident, Une tech plus verte, qui était fait pour être un dossier. Le dossier est devenu gros et ample et enfin même d'un point de vue ambition, j'ai enfin repris la route, j'ai enfin refait du reportage, j'ai enfin réinterviewé des gens qui sont pas juste des start-upers, quoi. Même si vous êtes des start-upers et que vous nous écoutez, je vous aime. Respect. Mais c'était intéressant de me confronter à des masses. Enfin voilà, quand tu parles à des gens chez Orange ou chez Bouygues, c'est quand même pas tout à fait la même échelle et tout à fait les mêmes enjeux. Ils ont des choses à dire différentes et c'était bien, quoi. Et puis un qui est la mise à jour annuelle du guide de macOS et qui... Voilà, ça fait 11 ans que j'écris sur macOS. Je commence à être un peu fatigué. Et je vois la fin de ce livre et j'ai eu vraiment beaucoup du mal du coup à me replonger dans l'écriture d'autres gens. N'empêche que ça a été une bonne année. J'avais commencé par L'Infini dans un roseau de Irene Vallejo, qui est un bouquin sur l'invention la fin du rouleau papyrus et l'invention du codex. Que je vois qu'il a été d'ailleurs en fin d'année traduit en anglais et qui sort dans les pays anglo-saxons. Et c'est un vraiment chouette livre sur le sujet. Alors évidemment, c'est pas le premier livre que je lis sur l'histoire du livre et ce sera pas le dernier, mais c'est peut-être celui qui est le plus proche du roman. À tel point que parfois c'est difficile de faire la part des choses entre l'histoire et la fiction, parce que y a des passages, tu te demandes si c'est de la fiction, tellement c'est bien écrit. Et non, c'est un bouquin d'histoire, et c'est un bouquin relativement bien documenté d'ailleurs. Donc ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Cette année est sorti, c'est vraiment une année marquée d'une pierre blanche, un livre sur Apple qui est potable. After Steve de Trip Mickle, qui est un livre sur Tim Cook et Johnny Ive, et qui chronique notamment la longue sortie de Johnny Ive et la longue dépression de Johnny Ive avant qu'il quitte enfin Apple. Et qui est un livre qui est relativement mesuré, parce que je crois qu'il n'enlève rien au succès de Tim Cook, et ou au contraire, il montre bien dans les AirPods et dans la redéfinition de l'Apple Watch le rôle qu'a joué Tim Cook et qu'a joué aussi Jeff Williams, et notamment l'insuccès de l'Apple Watch version Johnny Ive, donc l'Apple Watch en or et tout ça, et le succès interplanétaire de l'Apple Watch redéfini par ce cinglé qui se lève à 4h du matin pour aller faire du vélo, qui est Tim Cook. Psychopathe. Et où, évidemment, je crois que pour un fan absolu, lire ce livre qui laisse quand même un goût amer à la fin, hein, où on sent quand même qu'il y a à la fin un truc. Je crois que c'est assez insupportable, et je crois qu'il y a une partie des critiques négatives, elles lisent plus du lecteur que du livre. Mais je crois que c'est le premier livre que je lis depuis longtemps sur Apple qui est bien documenté, qui a eu accès à ses sources. Alors évidemment, jamais à Tim Cook et à Johnny Ive, mais qui a eu accès au moins à des VP d'Apple, donc bon. Et par un journaliste, Trip Mickle, qui fait le job par ailleurs 365 jours par an, donc bon. Oui, c'est pas Isaacson non plus, quoi. Voilà. Et c'est suffisamment rare, je crois, pour être souligné. Je crois que c'est un livre à lire pour les gens qui prétendent aimer Apple. Oui, surtout pour une fois qu'on sort du fantasme, c'est assez rare pour être souligné, quoi. Et puis, j'ai passé l'été, au lieu d'aller randonner, j'ai passé l'été avec un pied en vrac dans mon lit. Donc j'ai beaucoup lu. Et j'ai notamment lu tout Robin Sloan, et des 3 ou 4 que j'ai lu de Robin Sloan, je crois que Sourdough est le meilleur. Je mettrai directement un lien dans la description de ce podcast vers ma critique sur mon blog avec ma recette de mon pain aux châtaignes. Un livre très amusant sur un levain sentient, et qui est un livre qui parle du pain, mais qui est en fait un livre qui parle d'Internet. C'est logique. C'est logique. Et où effectivement le levain c'est la meilleure technologie, et n'est pas c'est une technologie qui procède de la nature, et comme je l'écrivais cet été.
Les pires technologies, c'est les technologies qui oublient ça. Et puis, de la même manière que je faisais une mention spéciale à John Gruber et à Ben Thompson, quand on parle de lecture, il faut faire une mention à tout ce que fait Craig Mudd. Oui, Craig Mudd. Parce que c'est bien. Je l'adore. C'est bien. Je suis rarement en désaccord avec ce qu'il dit, mais même quand je suis en désaccord, je suis en mode ah ouais, il réfléchit bien quand même. Non, et puis il a encore fait là son truc où il était parti faire des randonnées. Il partait chaque matin du même point et il faisait des randonnées urbaines en tournant autour du même point et où l'exercice qui consiste à dire je vais mettre 5, 6, 7 heures de marche dans les pattes, et je rentre, j'écris. Et cette comment dire, c'est un vrai exercice sur soi, quoi. C'est une vraie pratique de l'écriture qui est tendue par la marche, et qui est orientée vers la publication. C'est-à-dire, il sait que tous les soirs, il faut qu'il envoie sa newsletter. Je suis admiratif de ça. Je suis admiratif de l'énergie qu'il est capable de dépenser dans l'écriture, et j'aimerais en avoir le quart du tiers de la moitié. Parce que, évidemment que c'est inégal. Évidemment que quand il a écrit un truc après avoir marché 10 bornes sous la pluie ou 15 bornes sous la pluie, il y a plein de fautes d'orthographe. Mais merde. Le simple fait qu'il soit au rendez-vous. Ouais. Et donc l'attention portée à son lecteur. C'est ça. Ouf. Et puis le mec, quand tu lui envoies un mail, te répond. En plus. Extraordinaire. Et gentiment en plus. Et gentiment. Même si c'est juste pour te dire j'ai reçu ton mail et je suis très content que tu m'aies envoyé un mail. C'est ça. Il y a... On parle du care dans ton affreux monde. Lui, il care. Oui, il y a... son attention force le respect. Quoi. Ouais. Il y a une attention qui sont, je pense, très rares, surtout dans le monde numérique, quand même, qui est un monde assez orienté vers la consommation pure et dure, quoi. Et... en fait, j'aime beaucoup. Il y a quelques personnes comme ça, assez peu que je connais, mais qui ont cette relation extrêmement saine avec la technologie, qui est pas du tout une relation de nourriture à dévorer, tu vois. C'est plutôt vraiment utiliser la technologie comme outil à 100%. Ouais. Et c'est parce que derrière, il y a une fondation de pratique, que ce soit... lui en l'occurrence c'est physique, mais je crois que ça peut être aussi spirituel ou autre chose, mais en tout cas une fondation qui aide à s'échapper, enfin à échapper au contrôle total de l'outil, quoi, à cet appétit de l'outil. Il y a une vraie praxis, pour employer un mot affreux. Voilà. Mais Sloan, dans le même genre, hein, qui a aussi un blog et une newsletter, et où ce rendez-vous ponctuel qui est donné au lecteur, et où en ayant quelque chose à dire et en disant enfin c'est drôle, il écrit des livres en ayant une carrière dans la tech, puisqu'il a travaillé pour Twitter, mais par ailleurs c'est un producteur d'huile d'olive. Extraordinaire. Et ça me fait réfléchir, quoi. Ça me donne envie de faire autre chose. Et jusque là je me disais je pourrais pas aller faire autre chose parce que je saurais pas le faire aussi bien, et en fait je me rends compte que bah si. Je crois qu'on a très peur, mais qu'on peut le faire. Oui, mais que ça se résout dans l'attention et l'intention. Ouais, et ces gens-là te prouvent chaque semaine que c'est oui. Et je suis assez persuadé aussi que ce qui nous bloque beaucoup, c'est l'ego. Qu'il y a une humilité très forte à pratiquer, on va dire, faire l'acte pour l'acte lui-même, sans attendre d'être récompensé pour cet acte. D'avoir cette immédiate révélation de tout de suite ça va mieux. Non, il faut pratiquer aveuglément pour qu'ensuite il y ait un peu de lumière qui arrive, quoi. Et comme on a un ego très faible, acheter. Écoute, j'ai pensé à 3 objets que j'ai achetés cette année, que j'utilise souvent. J'ai fait beaucoup d'achats qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont satisfait énormément. Mais ces 3-là se démarquent un petit peu. Le premier, c'est un purificateur d'air de la marque chinoise Levoit. C'est le genre de marque un peu chelou, genre Ugreen, tu vois, qui fonctionne. Mais on s'entend pas, tu vois ce que je veux dire? C'est une marque qui vient de nulle part, en fait. Mais en fait, bah, ça va. J'ai écrit récemment sur les chargeurs multiports et je me suis rendu compte que, en fait, il y avait un fabricant de contrôleurs qui est un fabricant américain. Ouais. Et il y a 15 marques qui utilisent ce contrôleur-là. Et en fait, les 15 marques
ont des sièges sociaux, je fais des grands gestes avec les mains, dans un rayon de 300 mètres à Shenzhen. Extraordinaire. Et j'ai l'impression que c'est cette marque, là, le Voit, c'est ça. C'est, il y a un purificateur qui est fait quelque part. C'est ça, exactement. Et c'est juste un design. Et le design est relativement proche partout. Enfin, tu sais que c'est un truc qui, mais en fait, c'est un peu comme les start-upers ou plutôt les business angels, tu vois, qui investissent dans 10 000 startups et il y en a une qui remporte le jackpot. C'est pareil pour les marques chinoises, je crois. C'est genre, t'as 50 000 fabricants de chargeurs et il y en a un qui remporte le jackpot et du coup, c'est lui qui se fera la marque. Enfin, voilà. Et là, c'est ce purificateur derrière là. Donc, il y en a un, enfin, il est près du lit et il a une fonction de programmation, enfin, un minuteur. Et on peut éteindre les lumières et tout ça. Il y a un mode nuit qui fait qu'il est tout doux et tout silencieux. Et je l'aime d'amour. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. J'ai aussi sur la table de nuit une petite enceinte JBL Go 3. Le seul défaut de cette enceinte, c'est qu'elle fait des bruits en s'éteignant et en s'allumant. Tu vois, elle a un petit jingle de j'ai jamais compris pourquoi les gens détestent les autres comme ça. Pourquoi il y a des gens qui fabriquent des objets qui haïssent le genre humain, tu vois, je sais pas. Mais bon, sinon elle est très bien. Je mets un peu de musique lofi avant de m'endormir. Je la déteste, mais à part ça, elle est très bien. C'est un syndrome de Stockholm. Et évidemment, le troisième objet que j'ai acheté à grand prix, c'est l'iPhone 14 Pro. Dis aux gens la couleur que t'as choisie. Pour une fois, t'as fait le bon choix. Il fait violet intense. Ah, ou Deep Purple en anglais. Et non, mais j'allais quand même pas prendre noir, tu vois, enfin, ou blanc. Je sais pas, t'es le mec un peu bizarre qui achète un iMac argent, donc... Tu es désagréable, Anthony. Oui. Et du coup, je suis très content d'avoir un Pro à nouveau parce que j'étais sur le 13 mini avant. En fait, j'avais le 12 Pro encore avant et ça me manquait de faire le zoom x2. Et rien que pour ça, je suis content. Et il y a tout le reste, évidemment. Qui, en plus, pour la première fois, est potable. Le x2, pas le x3, le x2. Oui, non, le x3, j'utilise jamais. Le x2 sur le capteur principal, il est... C'est un vrai x2, quoi. Oui. C'est la première fois que je teste un iPhone et que je rends l'iPhone en disant... Ouais, quand même. J'aurais bien gardé celui-là. Le seul problème, c'est que c'est tellement protubérant, par contre. Genre, ça devient ridicule, là. Ça fait longtemps que je teste l'appareil photo, en fait. Ouais. Et donc, j'avais fait un téléphone, c'est fait pour prendre des photos, et puis ensuite un appareil photo, c'est fait pour téléphoner. Enfin, et en fait, je pourrais faire la blague chaque année, mais là, cette année, ouais, c'est vraiment un appareil photo qui téléphone, quoi. Ouais, c'est pas l'inverse. Et curieusement, un appareil photo qui s'en sort très mal au classement de Marcus Brownlee. Comme chaque année, en même temps. Oui, et je suis pas, mais je suis, oui, mais je suis d'accord. Ah, c'est mérité, bien sûr. Par ailleurs, c'est mérité. Ah, tout à fait. Je vais commencer par un achat que j'ai pas fait, mais que j'ai parce que on a un tas d'électronique évidemment au bureau et après le départ d'un ancien collègue, restait un iPad mini 6 au bureau et que j'ai volé. Et j'ai été très réfractaire à l'iPad mini jusque-là parce que j'aime beaucoup le format de l'iPad original qui était le format 10 pouces qui est un peu plus grand que ma main, mais pas beaucoup plus grand. Pour moi, c'était un appareil à une main, l'iPad. Et où l'iPad mini a tellement grandi quelque part, maintenant qu'il fait 8 et quelques pouces, alors que c'est plus donc c'est plus un gros iPhone, c'est vraiment un petit iPad. Et où c'est devenu vraiment l'iPad que j'utilise au petit déjeuner pour, lire le courrier international, relever les mails, descendre les flux, modérer les forums, regarder un peu les tickets de la nuit, et commencer à préparer ma journée, quoi. Et où j'avais écrit cette année une toute petite série de papiers sur la vie avec 2 iPads, et où donc l'iPad mini c'est un peu mon iPad perso, l'iPad pour me détendre, et puis l'iPad Pro c'est vraiment l'iPad pour bosser avec le clavier et tout ça, et où l'iPad Pro pour le coup ne quitte jamais son clavier, son Smart Magic Keyboard Pro truc muche là. Et où oui, l'iPad mini 6 est peut-être aujourd'hui l'appareil que j'utilise le plus maintenant. Et en plus c'est bien parce que du coup il m'a rien coûté. C'est pratique. C'est pratique. Par contre, ce qui m'a coûté de l'argent, et beaucoup, c'est ma bibliothèque modulaire, la Vitesse 606. On parlait de Rams tout à l'heure, designée par Rams. Ouais. Qui occupe maintenant un mur entier de mon appart. Oh, mais quel succès, que c'est tellement beau. Tellement beau. Avec tous mes livres dessus. Et
Et je trouve assez drôle d'ailleurs que pour la première fois, j'ai une bonne partie de ma bibliothèque sous les yeux, et puis c'est en même temps l'année où j'ai ouvert le moins de livres depuis quelques années. Il doit y avoir une explication. Il y a une corrélation, je pense. Je suis assez persuadé que plus tu as tes livres sous les yeux, moins tu les ouvres. C'est parce que ça devient des objets visuels. Et tu retires du décor si tu les ouvres. Je pense que j'ai passé aussi beaucoup de temps à les organiser, les réorganiser, et que je pouvais plus les voir en peinture. Accessoirement, il y a peut-être ça aussi, ouais. Ils sont bien sur le mur, mais c'est drôle, hein, parce que j'ai beaucoup lu en numérique cette année. J'ai finalement peu ouvert de livres papier, alors qu'ils sont dans la bibliothèque. Mais j'y reviendrai l'an prochain, ça c'est certain. Et puis, n'en déplaise à Alexandre qui nous écoute, c'est bel et bien moi qui est la meilleure bouilloire, et pas lui. La Smart Kettle de Sage, que j'ai encore utilisée à l'instant, et c'est une bouilloire. Ouais, désolé Alexandre. Avec des boutons pour programmer la température, et un bouton pour faire cuire l'eau. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Et c'est bête, hein, quelque part c'est un gadget électronique, mais genre qui marche. Tu l'utilises tous les jours, donc je veux dire, c'est oui. important. Et ça dit quelque chose des interfaces. On a beaucoup discuté des interfaces intangibles et des interfaces tangibles, et quelque part, un fabricant moins précautionneux aurait dit je fais des boutons qui cliquent pas, donc je fais du soft touch, je fais même un écran pour choisir la température. Pire que tout. Et où là non, il y a 5 températures préprogrammées, il y a donc 6 boutons. Donc tu choisis ta température, tu appuies sur un bouton et c'est confirmé par une lumière, donc ça veut dire qu'il y a des diodes. Donc ça augmente le prix, hein, c'est puis il y a un bouton séparé pour et tout est clairement légendé. Enfin, il y a une attention dans la simplicité, et où quelque part évidemment qu'il y a un circuit électrique et que c'est un peu compliqué, enfin je l'ai ouverte, donc j'ai bien vu qu'il y avait un microprocesseur à l'intérieur. Mais voilà, un fabricant moins précautionneux aurait fait un truc plus ouvertement électronique. Et où là, quelque part, il y a une recherche d'une certaine simplicité, une recherche d'une certaine convivialité, pour reprendre le mot d'Illich. Et c'est bien. Et on parlait d'attention, et voilà, quand je fais monter le matin... C'est un plaisir de ne pas avoir des objets qui se mettent en travers de ton chemin. C'est ça, je me bats pas contre la machine. Tu te bats contre toi, par contre, si j'ai bien compris. Sans vouloir faire le sujet principal, parce que c'est pas un vrai épisode de podcast, mais je pensais que ce serait bien aussi de parler de choses qu'on a faites par ailleurs. Oui. Et donc cette année, outre me battre contre toi pour que tu appuies sur le bouton enregistrer avant qu'on commence un enregistrement. Ça n'arrivé qu'une fois cette année. Une fois de trop. Mais... Je me suis décidé à refaire mon blog, et où je crois que j'en avais discuté dans un épisode précédent, mais c'est aussi pour moi une manière de me poser des questions sur ce que je fais. Parce que je sens bien que j'arrive à la fin d'un cycle à la fois, dans la vie, dans le boulot, dans tout. C'est l'ère du Verseau. Mais parce qu'en fait, je me suis rendu compte il y a quelques années que donc l'an prochain, j'arriverai à 50% de mon espérance de vie à la naissance. Donc littéralement, je finis la première moitié de ma vie, je rentre dans la deuxième. Et je voudrais être à peu près sûr que je suis d'accord avec mes valeurs. Et que mais en même temps, je me suis rendu compte que je suis pas forcément certain de savoir quelles sont mes valeurs. C'est un peu flou. C'est pas évident. Hein. Non. Tu sais, je vais dire quelque chose parce que j'ai envie de parler. C'est un podcast, tu peux. Ah, c'est ça. Mais le monde est bien fait. Le monde est bien fait. Non, le monde est assez mal fait. Non, le monde est... Enfin bon, peu importe. Le truc, c'est que je crois vraiment que c'est difficile de savoir ça. Encore plus... comment dire ? Je vais dire aujourd'hui. Je vais aller full réac. Vas-y. On lâche la bride. Non, mais en fait, le truc, c'est que je crois quand même qu'on est baigné par le doute permanent, quoi. Surtout nous dans la tech, et surtout toi en tant que journaliste. Parce que tu dois toujours remettre en cause ce que tu lis, ce que tu entends. Tu dois toujours faire ce travail d'exégèse, limite. Ah, on est des blasés permanents, et du coup, c'est difficile de pas l'être. Comment tu veux pas être cynique? C'est extrêmement difficile. Je crois que c'est même surhumain à ce niveau-là. Et donc, forcément, c'est hyper compliqué de savoir après, de pas succomber à un certain relativisme, quoi. Et je pense que c'est, enfin, je suis vraiment dépressif, hein. C'est marqué quelque part dans un dossier médical. Mais je pense que c'est, tu tombes dans une dépression d'autant plus profonde que quelque part le boulot te demande d'être négatif. Oui, je sais très bien ce que tu veux dire. La démarche qu'on a, elle est entièrement négative puisqu'elle est, est-ce que ça c'est vrai? Et la réponse est souvent non. Est-ce que ça c'est bien? Et la réponse est souvent non. Et en fait, toutes les questions que tu poses, c'est des questions qui visent à démolir. Et c'est ça, t'as un travail qui est destructif. Ouais.
Alors, qui est... Enfin, dans un sens, je veux dire, pour construire, tu dois détruire quel est le mot disséquer. Oui, Ouais. qui est fait pour servir l'intérêt du lecteur, qui est mon seul boss à la fin, et non déplaise à mon boss. Et enfin, ça, c'est un but positif à la fin, mais la démarche en elle-même est affreusement négative. Et quand tu rentres à la maison, t'as du mal à quelque part débrancher et à pas continuer, quoi. Et quand tu fais des trucs, même pour toi, tu te dis non, mais non. Et du coup, tu continues à analyser et... Mais c'est là que ça rejoint, je pense, ce qu'on voyait avec Maud ou d'autres personnes comme ça. C'est que peut-être que ce qui manque dans ta vie, y compris dans la mienne aussi, je pense, c'est cette fondation dont on parlait. Cette espèce de... Enfin, il est très facile d'être submergé, enfin, d'être avalé tout cru par le léviathan de la technologie, quoi. Non, on est suffisamment cons, ça on a déjà dit, pour avoir fait de notre hobby, Oui. de notre passion, quoi, un job. Et donc, du coup, quand tu rentres à la maison, tu débranches pas, quoi. Non, jamais. Ouais. Il y a pas d'autre chose, quoi. Et du coup, ton job devient ton identité, enfin, et c'est épuisant. Ouais. Vraiment. Ouais, Enfin, c'est pas, encore une fois, c'est pas du travail à l'usine et c'est pas la guerre en Ukraine, mais, c'est épuisant, quoi. Je pense qu'il y a pas... Faut pas relativiser la souffrance, Faut quand pas même. relativiser Ouais. la souffrance, tout à fait. Ça, c'est un problème aussi. J'ai découvert ça assez récemment. Mais ouais, ça, on compare pas les gens qui souffrent. Et bizarrement, ce travail, parce que ce travail de déconstruction de moi-même, quelque part, ça commence par la déconstruction du blog. Ouais. Et je trouve ça drôle de le faire en public, ou quelque part de m'autoriser à avoir un truc pas fonctionnel en public. Ouais. Un truc moche en ce moment, là, avec le fond rose et la police bien trop petite. Mais choisir des couleurs, choisir une mise en page, choisir une police, parler avec le typographe, des heures, et que c'est un ange, on le dira jamais assez, David Jonathan Ross est un des tout meilleurs typographes modernes. On le salue. C'est le truc le plus chouette que j'ai fait depuis longtemps, mais en même temps le plus profond, quoi. Parce que mine de rien, ces choix-là, c'est aussi les choix de comment les gens reçoivent ce que je dis. Et donc me reçoivent. C'est aussi la manière dont je me présente en public, quoi. Et abonnez-vous au flux RSS, parce que quand vous êtes sur le site web, en fait, vous voyez pas tout. Et dans le flux RSS, il y a des trucs en plus, donc abonnez-vous au flux RSS. Qui fait des RSS en 2022 ? Moi. Ah. Ok. Et toi, tu changes des choses ? Écoute, j'aimerais dire oui. La vérité, c'est que non. Mais j'ai envie. Donc ça compte peut-être. Non, en vrai, ce que j'aimerais faire pour 2023, parce que j'ai plutôt parlé au futur, du coup. J'aimerais travailler sur ce côté public, justement. Que ce soit surtout pour le coup, dans la représentation très littérale. C'est-à-dire que la musique, par exemple, ou même quelque chose de théâtral, je sais pas, enfin, travailler sur quelque chose qui me force à, déjà d'une part, canaliser le chaos intérieur qu'est mon esprit, et ensuite en faire quelque chose de divertissant, tant qu'à faire. Et enfin, aussi, appliquer des techniques, et pratiquer des techniques que j'arrive pas à pratiquer tout seul, tu vois, donc le faire soit en groupe, soit en troupe, peu importe, trouver des moyens pour exploiter ce filon qui est inexploité depuis trop longtemps, en tout cas sous-exploité depuis trop longtemps. Et qui, je pense, est une part définissante de moi-même, parce que, c'est quelque chose... La musique, j'arrêterai jamais d'en faire, tu vois, même si c'est juste pour moi 3 minutes tous les trimestres, de ça, j'en ferai toujours, tu vois, c'est sûr. Il y aura toujours un piano chez moi, il y aura toujours... voilà. Et... ouais, j'aimerais bien creuser ça un petit peu, ouais. C'est je crois que c'est le meilleur moment pour le faire. Les plateformes sociales sont tellement en chaos qu'il y a une grande redéfinition de ce que c'est que la représentation, et ça, je crois que ça va plus passer uniquement par Instagram et Twitter, et c'est tant mieux. Et je crois que retrouver des manières plus analogiques de le faire. Je crois que c'est vraiment ce qui compte. Et puis je crois que ça aide aussi la preuve qu'on est dans l'analogique, qu'il y a des scooters qui passent à côté du studio. Salaud. mais ouais. Moi, président, les scooters en ville, c'est fini. Hein. Ras le scoot. Ah non. Hashtag. Mais ouais, carrément. Je pense que c'est un bon moment pour le faire. Et puis, on le disait tout à l'heure, mais je crois qu'il faut qu'on décolle un peu de l'écran. Je crois que... C'est pour ça qu'on dit aux gens qui nous écoutent de nous écouter sur leurs écrans avec des écouteurs en coupant du monde. Sur leurs AirPods Max. Non, ouais, c'est très compliqué. C'est toujours pareil. Il y a beaucoup de contradictions mais oui, il y a il faut revenir à des choses réelles et concrètes. Et le plus tôt sera le mieux. Je vais avoir 35 ans l'an prochain.
Vieux. Oui. Donc bon, c'est pareil, c'est un peu le début du milieu de la fin, quoi. Ouais, non, mais on est mûr pour la case de la quarantaine. C'est ça. Et du coup, fait chier, quoi. J'aimerais bien avoir fait 2-3 trucs un peu moins virtuels d'ici là, quoi. D'ici la quarantaine. Sur ces bonnes paroles, joyeux Noël, Arnaud. Joyeux Noël, Anthony. Joyeux Noël à tous ceux qui nous écoutent.